Et on va laisser la parole donc là maintenant à Anne Simon, qui est directrice de recherche CNRS, responsable du Centre international d'études de la philosophie française contemporaine, République des savoirs. Et voilà. Ça assomme. Voilà, merci beaucoup pour votre invitation. C'est bien parce que, comme j'interviens dernière, vous allez voir qu'il y a des échos entre ce que je vais raconter et puis le grand calmar géant, Verne, le Kraken, tout ce que vous voulez. Alors, je suis en fait engagée dans un grand chantier de recherche sur l'Arche et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et j'ai essayé de développer une approche des textes littéraires et mythologiques que je nomme la zoopoétique. Bon, zoo, on comprend bien. Le vivant, l'animalité, etc. Donc, c'est en gros l'étude du vivant en littérature, ses rapports avec l'écologie. Et... Pardon. Et... Attendez, c'est moi qui sonne. Bon, pardon. Attendez. Il est l'heure. Pourtant, voilà, il est l'heure du crime. Alors, attendez, hop, je vous laisse et puis... Oui. Voilà. Merci. Pardon. C'était la technique moderne. Alors oui, je vous disais qu'on va parler de vivant en littérature. Je voudrais aussi vous signaler qu'aujourd'hui, on assiste à une attention très vive à l'océan, plus généralement à la mer, aux eaux, etc. En théorie littéraire, on commence à parler de blue studies, de tournants bleus. Bon, il y a toujours des tournants dans mon domaine, hein, le vegetal turn, l'animal turn. Enfin, ça fait... Bon... Bref, no comment. On parle de thalassopoétique et les Ocean Studies ne renvoient plus aujourd'hui seulement aux sciences du vivant. Alors, il y a du nouveau là-dedans, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'océan devient important pour la critique littéraire. Mais évidemment, on sait que le roman de la mer est un genre littéraire à part entière, avec de grands moments narratifs et des moments même philosophiques ou métaphysiques répertoriés. Donc là, je ne vais pas les lister parce que j'ai pas le temps. Mais bon, la sortie, voilà, enfin bref. Et évidemment, dans ces grands romans de la mer, on trouve... Pardon. Non, c'est pas par là. C'est pas ça. Hop. Voilà, dans ces romans de la mer, on trouve évidemment la pieuvre et sa ventouse des travailleurs de la mer de Hugo. On trouve le kraken, le calmar géant qui est évidemment dans Moby Dick de Melville, mais que Giono, dans Fragments d'un paradis, qui est un très très beau texte sur l'océan, va remobiliser. Alors jusqu'à il y a peu, ces créatures, kraken, calmar, etc., recélaient le mystère de l'infini, le combat titanesque de la vie et de la mort, notamment chez Hugo, bien sûr, avec un côté féminin de la pieuvre. Bref, c'était des forces puissantes, indissociablement sous-marines et archaïques. Mais cet imaginaire de l'effroi et de la fascination nous donnait aussi une ouverture vers une altérité radicale. Vers une altérité radicale de la nature et nous sortait de notre petite mesure humaine. Hein. L'idée, c'est pas de penser que simplement ces monstres sont négatifs. Ils sont pas négatifs. Ils sont au-delà de nous. Et je dirais que ça peuplait les océans de quelque chose qui était de l'ordre de l'irreprésentable, du divin, de l'infini, etc. Aujourd'hui, évidemment, ces créatures fantastiques sont devenues les membres souffrants d'espèces raréfiées, aussi abîmées que les fonds raclés par les chalutiers. Alors, donc, je ne vais pas m'attarder sur ce genre du roman de mer qui change, même si j'essaierai d'en dire un mot, mais je voudrais qu'on se demande un petit peu pourquoi revenir à un objet aussi ancien que l'arche. Hein. On a parlé de sous-marins, on a parlé de navires, etc. L'arche de Noé dans la Bible, mais je vais aussi vous parler de l'arche d'Utanapishti dans l'épopée de Gilgamesh, pour essayer de voir ce qu'en font un certain nombre d'écrivains du XXe et du XXIe siècle. Je peux vous dire qu'on va aller, ça va être du crawl version JO. Hein. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est qu'une arche, hein, on se dit, c'est un objet, c'est un navire, c'est un contenant, etc. Pas du tout. Je pense que si on se dit que c'est un contenant, on rate quelque chose. C'est d'abord une forme, hein, que moi j'appelle un OVNI, un objet flottant non identifié, et vous allez comprendre pourquoi. Et cette forme, c'est en réalité un espace-temps narratif. C'est très important. L'arche, c'est d'abord et avant tout un récit. Hein. C'est pas une image, c'est pas
une chose, c'est un récit qu'on se transmet depuis des millénaires, depuis maintenant près de 4000 ans. Et on n'avait pas évidemment toutes les cultures orales avant qui en parlaient sans doute déjà, mais là on n'a pas de traces. Donc c'est un espace-temps narratif qui vogue depuis l'aube de l'hominisation sans doute, en tout cas depuis l'aube de l'écriture, et elle nous permet d'inscrire la catastrophe géologique actuelle, qu'elle se nomme déluge, Maboul en hébreu, grand feu, sécheresse, pollution, etc. Donc on peut inscrire cette catastrophe écologique que nous vivons maintenant, d'une part dans une histoire de longue durée, qui traite de la responsabilité collective et de l'urgence. Et moi, il me semble qu'il est très important que la notion de durée soit réactivée aujourd'hui, alors qu'on est enfermé dans une sorte de présent avec un avenir bouché et un passé qu'on renie. Et puis, de quoi traite aussi l'Arche en tant que narration? Eh bien, elle traite des usages et des mésusages que l'on fait du langage, le langage qui est notre milieu, qui est notre biotope. Il ne faudrait pas l'oublier. Même si, grâce aux bactéries, on est des êtres de langage. Je dis toujours, nous, je et plusieurs. Nous, voilà, nous sommes un nous, évidemment, quand nous parlons et quand nous soufflons. Et je viens de vous envoyer toutes mes bactéries, vous les soufflez et respirez en même temps. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces récits portent la mémoire de la survie, mais elles portent aussi le temps dans toutes ses dimensions, on va le voir, dans toutes ses ramifications, dans toute son épaisseur. Donc, ce que je voudrais, finalement, pour terminer un petit peu sur ces 2 jours, c'est embarquer, mais on l'a fait déjà avec Georges, avec Aude, etc., et avec Jules Verne, embarquer sur des histoires et sur des rêves, c'est-à-dire sur de l'inutilité. De l'inutilité qui est une valeur absolue qu'on doit choyer aujourd'hui. Et je rejoins un petit peu, je crois que c'était l'historien... où il est Sylvain Weller et puis Guillaume... Merci, Mallory, qui montrait bien qu'il y a un vocabulaire d'une certaine écologie contemporaine qui pose problème, conservation des espèces, réserves naturelles, gestion des ressources, biobanque, ça c'est fort, biobanque. Donc vous voyez comment finalement ce vocabulaire de l'écologie contemporaine va mobiliser un vocabulaire ressourciste qui est justement une des parties du problème. Donc je pense qu'il faut faire très attention quand on est écolo à ne pas être tout le temps dans l'utilité. Ce qui peut expliquer un nombre de problèmes et de contentieux énormes, notamment par exemple sur les éoliennes. Oui, par exemple, les éoliennes vont être utiles pour produire de l'énergie dans tel espace, par exemple. D'ailleurs, souvent dans des espaces pauvres de la France pour les exporter dans des régions plus riches. Mais ça, c'est... Voilà. Voilà, donc les éoliennes sont utiles. Mais les gens du coin, évidemment, eux, ce qu'ils vont voir, c'est autre chose, une inutilité dont ils ont besoin aussi. C'est juste pour vous expliquer un petit peu que l'Arche, c'est ça aussi, ne pas être tout le temps dans le rendement, surtout quand on est engagé, comme je crois que nous le sommes tous aujourd'hui. Alors, attendez, ça, je suis une pro pour oublier de passer les images. Aujourd'hui, il est évident que qu'est-ce que c'est qu'une arche refuge ? Une arche, c'est un refuge. C'est automatiquement un abandon, j'allais dire aussi. Et on va le voir pour Noé et pour Utanapishtim dans l'épopée de Gilgamesh. C'est une question qui s'est posée d'emblée. Qui embarque et qui n'embarque pas ? Et vous voyez comment aujourd'hui les représentations de l'arche sont très souvent politisées. Donc là, on est dans du street art à Belleville, dans un quartier multiculturel. Donc on a ici un graphe de Roti, qui est vraiment un artiste que j'adore, un artiste français qui a fait de la taille, qui est très attentif à tout ce qui est lien entre dessin et pierre. Et on voit très bien comment cette arche, elle doit beaucoup à l'Égypte ancienne et à la déesse Nout, la déesse de la nuit. Donc il mélange un petit peu tout. Voilà, mais on voit bien que ce pilote, toutes les cultures, c'est ça que je voulais dire, le pilote lièvre avance inquiet en regardant derrière lui, donc on voit bien que c'est un dessin qui porte aussi sur la direction temporelle vers laquelle on doit ou on peut aller. Et puis, on a cette arche d'Alexis Diaz, alors lui aussi qui vient d'Amérique du Sud. Et c'est magnifique parce qu'on a une espèce de baleine qui est devenue évidemment
évidemment un bateau, c'est-à-dire qui est devenu sa carcasse est exploitée par un capitaine triomphant qui est un mort, un cadavre, un squelette, etc., dominant tout seul dans son arche de mort, parce qu'il y a évidemment l'arche, il y a des arches de vie, il y a des arches de survie et des arches de mort, et puis au-dessus, on a un cœur en forme de coffre-fort capitaliste. Donc, c'est très intéressant de se rendre compte qu'aujourd'hui, dans toute notre culture, l'arche est devenue soit critique, soit dévoyée, le message de l'arche. Pensez à tous les vaisseaux spatiaux qui emmènent un petit morceau d'humanité dans les films de science-fiction. Donc, qu'est-ce que c'est que vivre pour l'humanité, que vivre de façon désorbitée dans une espèce de solitude et d'apesanteur historique? Je pense aussi à 2012, le film de Roland Emmerich qui est sorti en 2009, où les privilégiés se précipitent après une catastrophe climatique. Ils se précipitent vers des arches, donc des navires qui avaient été préparés pour eux et qui sont des sous-marins. Donc on voit bien comment la figure du Nautilus, elle est constamment remobilisée aujourd'hui. Alors heureusement, moi je pense que l'arche, c'est pas seulement, il n'y a pas que des arches de mort, et elle reste une boîte à trésors incroyable. C'est une boîte à outils réflexifs et une boîte à outils mémoriels en quelque sorte. Et donc on va revenir un petit peu sur l'épopée de Gilgamesh, qui est une des plus anciennes. Donc les premiers fragments de l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie sur l'arche remontent sans doute quasiment à 4000 ans. La version standard de l'épopée, elle est mise en forme il y a 3200 ans. Et puis là, on a une tablette mythique qui a été retrouvée au 19e siècle, qui date du 7e siècle avant notre ère. Et cette tablette raconte l'histoire d'Utanapishti, qui est le Noé mésopotamien, qui est avec sa femme, voilà, il a dû construire une arche. Il a emmené avec lui les artisans, toute sa maisonnée, des animaux, et puis il est parti. Alors je vais vous expliquer un petit peu dans quelles conditions. Alors je dois avouer que j'ai un tropisme incroyable pour ce texte très très connu des spécialistes de la Mésopotamie antique. Palissade, oh palissade, paroi, écoute, palissade. Donc en réalité, le dieu Ea, qui est le dieu des eaux souterraines, le dieu des sources, d'accord, le dieu des eaux courantes, s'adresse à Utanapishti, d'accord, pour lui dire qu'il doit se construire une arche. Et il le fait. Utanapishti est dans sa maison en train de dormir. Il y a des roseaux autour de lui, d'accord. Et le dieu, vous savez, on ne peut pas regarder les dieux en face. C'est pas possible, c'est trop puissant. C'est pour ça qu'il y a toujours des membranes, des choses qui nous séparent un petit peu. Et donc le dieu lui parle dans son rêve à travers des roseaux. Le roseau, évidemment, en Mésopotamie, c'est ce qui permet de faire le chant, de chanter, donc d'accompagner l'épopée de Gilgamesh. C'est aussi ce qui permet de l'écrire, avec le kalam, pour graver sur des points sur les tablettes d'argile. Donc je trouve ça juste magnifique de voir que le végétal est une sorte de médiateur, si vous voulez, entre le dieu Ea, qui a pitié des humains, et Utanapishti. Voilà. Démolis ta maison pour te faire un bateau, renonce à tes richesses pour te sauver la vie. Embarque avec toi des spécimens de tous les animaux. Donc vous avez bien compris, il faut démolir sa maison, il faut faire l'arche avec les matériaux de sa maison, il faut faire l'arche avec ce que nous sommes. Et ça, il me semble que c'est très très important. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que Gilgamesh, avec sa femme, va atteindre les confins du monde d'alors. Il va se retrouver sur une île très très loin du monde civilisé. Et Gilgamesh, pour aller le voir, pour lui demander le secret de l'immortalité, Gilgamesh lui-même va devoir voguer sur des eaux mortelles pour accéder à ce couple. Les artisans ont disparu, les animaux ne sont plus là. Enfin, il y a quelque chose de très très mystérieux. Voilà, il y a juste ce couple qui importe quand même, puisque ce couple d'Utanapishti et de sa femme apprennent à Gilgamesh qu'il ne pourra pas accéder à l'immortalité, mais que la mémoire, et c'est bien de ça que je suis en train de vous parler aujourd'hui, que la mémoire va lui tenir lieu d'immortalité, à condition qu'il construise un collectif juste, qu'il choisit sa famille,
qu'il prenne soin des siens et qu'il construise des remparts autour de sa ville et qu'il construise une ville juste en arrêtant d'être un tyran et en devenant un bon roi. Donc c'est intéressant de voir que ceux qui se sont sauvés dans l'Arche sont aussi ceux qui sont capables de transmettre finalement à Utanapishti, à Gilgamesh, comment sortir de la violence. Alors des problèmes se posent évidemment et les récits d'Arche sont toujours complexes, toujours ambivalents. Ils sont toujours faillibles et imparfaits. Et c'est pour ça que je les aime aussi, parce qu'à l'heure où on a beaucoup de leçons de morale des uns et des autres, se plonger dans une arche, c'est savoir qu'on est dans un domaine de recherche et peut-être de projection dans l'avenir qui est toujours un peu incertain. Les causes du déluge mésopotamien sont les suivantes. Les humains se sont multipliés à outrance et font désormais trop de bruit. Donc c'est ce que nous faisons d'une certaine manière aujourd'hui, hein, si on veut anticiper un petit peu. Et pour se sauver, Utanapishti, dont on ne sait pas trop pourquoi un dieu le choisit, hein, va en réalité mentir à ceux qui vont rester au port, aux autres humains, en leur disant qu'ils vont recevoir des petits pains, des averses de froment, des oiseaux à profusion, des poissons par corbeille, etc. Et il va même faire semblant, regardez à droite, je lui fis présent de mon palais avec ses richesses. Il fait semblant que le capitaine de l'Arche, que le noché dont on a le nom, ça m'émeut beaucoup, parce que c'est très ancien, eh bien, il fait semblant de donner ses richesses au noché pour faire croire aux autres que vraiment, lui, il s'en va, voilà, il part, mais qu'il ne va rien leur arriver de négatif. Voilà. Donc, la question est donc posée d'emblée il y a près de 4000 ans ou il y a 3200 ans, selon les versions. Quels humains, quels vivants embarquent vers le possible? Ont-ils été prévenus? On va y revenir avec Supervielle, mais je voudrais vous parler juste quelques minutes de la Bible. Alors, vous voyez, ce que j'aime beaucoup, tous les hommes avaient été retransformés en argile et la plaine liquide semblait un toit terrasse. Bon, la métaphore de la maison, elle est permanente dans l'épopée de Gilgamesh. Et évidemment, l'argile, c'est ce sur quoi on écrit. Donc, vous voyez, c'est comme si les tablettes sur lesquelles on lisait l'histoire du déluge, c'était une sorte de chair humaine des noyés de l'époque. Enfin, on peut délirer et je m'en prive pas. Voilà. Alors, excusez-moi, hein, je vous avais dit que ce serait des JO. Oui, le Noé biblique, sur lesquels les écrivains et écrivaines contemporaines vont beaucoup travailler, c'est une figure complètement différente ça a été évoqué tout à l'heure, d'Utanapishti. Tout d'abord, je vais me fonder sur des commentaires du Talmud qui essayent de combler les trous. Hein, c'est toujours comme ça que font les talmudistes. Ils comblent les trous de la Bible, d'accord, de la Torah, pour essayer de commenter. Je précise au passage que le Noé juif est un Noé très ambivalent. Le Noé musulman, mais je le connais pas bien, et donc voilà, je lance un appel à article. C'est a priori un Noé très positif, c'est un personnage très positif. Et Noé et l'arche dans le christianisme, c'est encore complètement différent. Hein. C'est Noé, l'arche annonce la venue du Christ, c'est une figure du baptême. L'arche, c'est une figure de l'âme. La porte sur le côté, c'est la lance qu'a reçue Jésus-Christ, etc. Donc on est dans trois monothéismes qui vont reprendre cette figure de Noé, dont vous avez compris qu'elle est bien antérieure encore, et qui vont en faire des interprétations différentes. Alors, pourquoi est-ce que le Noé hébraïque est mal vu, j'allais dire? Pourtant, il est consolateur, il invite au repos après le bouleversement, le retournement complet du déluge, du Maboul, hein, c'est une racine qui dit l'inversion, etc. Eh bien, donc bon, voilà, il a quand même un côté évidemment extrêmement positif, mais on lui reproche de ne pas avoir argumenté auprès de Dieu pour le convaincre de renoncer à son projet d'effacement total. Il n'a pas su négocier pour sauver les humains, et pour cela, il ne peut pas être un patriarche. Et pourtant, contrairement à Gilgamesh qui ment aux autres qui sont laissés au port, le Noé hébreu, je dirais, pendant 120 ans, il construit son arche, donc les générations, normalement le temps, les humains d'alors, la génération du déluge aurait le temps d'arrêter de voler, de ne penser qu'au présent, de ne pas penser à l'avenir, etc. Mais ce n'est pas ce qui se passe.
Et donc, moi, ce qui me semble, je vais abréger, ce qui me semble important ici, c'est de noter qu'il n'y a pas de quête d'immortalité. Quand Noé embarque avec sa famille, donc 8 personnes, ce n'est pas un projet d'immortalité, mais un projet de repeuplement et de réouverture de l'avenir. Mais évidemment, à un prix terrible, d'accord. Et ce qui est aussi important, c'est qu'au sortir de l'arche, Dieu fait une alliance, vous vous souvenez de l'arc-en-ciel, il fait une alliance avec Noé et sa famille, et donc avec tous les descendants de toute l'espèce humaine, mais aussi avec les animaux. Voyez, et ça me semble passionnant de voir que les animaux sont là mis sur le même plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne fera plus de déluge, ce Dieu? Eh bien, ça veut tout simplement dire que maintenant, tout ce qui arrive, en quelque sorte, les désastres à venir après ce déluge vont relever de la responsabilité des humains. Donc, il n'y a pas de possibilité de se défausser. Alors, je passe sur un certain nombre de choses que je voulais dire sur le mot Teiva, qui désigne l'arche dans la Bible. Et j'en viens à un certain nombre de textes contemporains. Voilà. Jules Supervielle, tout d'abord, qui, en 1938, à un moment d'urgence, j'allais dire collectif, alors que l'Europe gronde, va se souvenir des ambivalences mythiques juste avant de s'exiler en Uruguay pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il a publié un recueil de nouvelles qui s'appelle L'Arche de Noé. L'Arche de Noé constitue la première nouvelle, et évidemment il nous présente un Noé très ambivalent pour une bonne raison. Il va retourner le mythe biblique, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre qu'en fait la génération du déluge n'a rien fait de mal, donc il n'y a pas de punition possible à imaginer. Animaux et humains sont irréprochables dans cette nouvelle. Donc il y a bien une différence éthique entre ce que Supervielle appelle les partants et les non-partants, mais cette fois c'est les non-partants qui sont fantastiques, et c'est Noé évidemment qui est un personnage négatif qui a le mauvais rôle. D'accord. Donc là, il y a toute une remise en cause du patriarche, arche, ici qu'on entend. C'est pas le même mot que arche, voilà, la caisse de survie. Ça vient de arché, qui veut dire le commandement. Et donc là, le patriarche est remis en cause par Supervielle. Le commandement est remis en cause. Portez-vous bien, avait dit Noé à ceux qui tentent de l'attendrir et qui vont mourir. Donc c'est immonde de leur dire portez-vous bien. Il y a un cynisme pas possible. Et la nouvelle se termine par nous n'avons pas une minute à perdre. Une fois qu'ils sont sortis de l'arche, il faut vite repeupler le monde. Donc on voit bien comment le temps est au centre de cette nouvelle, mais finalement comment reconstruire le futur quand on a lâché le passé. Et vous voyez, on a des acrobates en maillot rose. Alors là, c'est vraiment un de mes passages préférés où Supervielle va très loin, puisqu'on a une petite fille de 3 ans qui est au sommet d'une pyramide humaine, avec le grand-père qui représente évidemment voilà, toute une lignée, toute une génération. Et on sait à quel point, par exemple, dans la Bible, la question de la génération est fondamentale. Et cette petite fille ébranle en quelque sorte les poutres de l'arche, le bois de l'arche, tellement elle attendrit en quelque sorte le cœur de Noé. Donc on retrouve l'idée que l'arche, c'est aussi une histoire, c'est aussi la forme de notre âme en quelque sorte, avec les 3 niveaux qui peuvent représenter le corps, l'esprit et l'âme. Enfin bon, il y a là les théologiens de tous les monothéismes vont très loin là-dessus. Le bois peut être plus ou moins dur, et donc voilà. Et évidemment, il n'y a pas de... comment vous dire, tous les humains, à part ceux qui ont embarqué avec Noé, vont mourir. Donc le récit nous présente un Noé tiraillé entre le désir de sauver les siens et évidemment celui de la hantise de l'abandon de l'humanité. Et c'est ce côté bancal entre humour et cruauté que se situe la justesse de la figure. Alors, plus près de nous, c'est pour ça que je l'ai choisi pour le titre de son livre. On a évidemment Éric Chevillard, que vous connaissez peut-être pour les chroniques qu'il faisait dans un grand journal. Il va revenir dans la série Ma nuit au musée des éditions du Seuil. Il s'installe dans la galerie de l'évolution, la grande galerie du Muséum d'histoire naturelle.
qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est très intéressant hein, parce que c'est pas pour rien qu'il appelle son livre l'Arche Titanique, évidemment, parce que la galerie cette galerie il s'installe dans la galerie des espèces disparues, pardon. Et cette galerie des espèces disparues, elle est super intéressante parce que ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que l'histoire naturelle, les sciences du vivant, même aujourd'hui, mobilisent la forme de l'arche avec ses cellules, d'accord, ses cases, pour classer le vivant depuis des siècles et des siècles. Hein. Et donc il y a tout un rapport entre l'arche et l'histoire naturelle que remobilise évidemment ici Éric Chevillard. Et il va, comme Supervielle, user de la fantaisie et de l'humour pour rendre compte de l'urgence de la disparition des espèces. Un signal de détresse se déclenche, Mayday. Hein. On sait combien de centimètres parcourt le concombre de mer en 19 ans. Ce qui est vraiment passionnant, c'est de montrer là encore les ambivalences, toute notre bonne volonté. On est là à vouloir l'UICN, etc. On veut absolument savoir combien il reste d'espèces dans le monde. On les classe, on les piste. C'était Michel de Guy, qui est un poète et un philosophe, qui disait « L'infini est bagué aujourd'hui ». Vous voyez ? Donc, j'aime beaucoup tous ces récits où on se dit « Bah oui, il faut bien répertorier les espèces ». Et en même temps, les écrivains viennent nous montrer le caractère parfois mortifère de notre bonne volonté. Hein. Voilà. Parce que si le mot arche vient du mot arkein, en grec qui veut dire contenir, enserrer, vous voyez que la coque de l'arche, elle peut être assez dure hein, et que les cases dans lesquelles on case les vivants sont évidemment des façons de séparer les êtres les uns des autres. Or, on a tous dit et toutes dit hier, aujourd'hui qu'on est interdépendants. Il faut donc non pas des cases qui séparent, mais des cases qui unissent. Et en hébreu, d'ailleurs, le mot qui est employé dans la Bible pour dire les cellules de l'arche, où les animaux sont mis les uns par couple, c'est kinim. Et kinim en hébreu, ça veut dire le nid, d'accord ? Donc c'est un endroit où on va pouvoir se ressourcer et se réengendrer, et pas du tout un endroit mortifère, normalement. Et je termine... non, comme vous voulez. Ouais. Je termine juste sur une allusion. Alors ça, c'était l'Arche d'Athanasius Kircher, qui est un naturaliste et philosophe chrétien, un jésuite incroyable du XVIIe siècle. Vous voyez bien comment c'est un modèle. L'Arche est un modèle pour l'histoire naturelle. Hein, voilà. Et puis, on a Xavier Boissel dans Rivière de la Nuit qui revient sur l'arche qui est devenue une biobanque. Comme il dit, c'est un mot obscène du capitalisme. L'arche est devenue une chambre froide à tous les sens du terme. Et il imagine... alors, il reprend, vous savez, la réserve mondiale de semences du Svalbard en Norvège. Moi, ça m'a fait rire parce qu'elle a commencé... Elle est mise dans le permafrost. Vous savez, il y a plein de semences. Alors, c'est bien ce qu'on interdit aux agriculteurs et aux paysans d'aujourd'hui d'avoir des semences traditionnelles, d'accord, et on les planque en Norvège dans le Svalbard. C'est une arche qui est réputée insubmersible. Elle était à peine construite qu'elle était déjà en train de fondre et de s'effondrer. Voilà. Donc Xavier Boissel, je vous rassure, ils ont réussi à la remettre à flot, si je puis dire, sur cette espèce de sol gelé et mortifère. Et Xavier Boissel en a fait un très beau texte en montrant comment tout a été pensé avec méthode, tout est lisible, tout est gelé, tout est mort, parce que quand tout est lisible, en quelque sorte, quand tout est classé avec une petite étiquette, évidemment, il n'y a plus de place pour l'inutilité et pour le rêve. Et j'arrête ici. Voilà. Avec Elisabeth Filleul, Doggerland, qui est un livre que je trouve magnifique. Elle surimprime 4 temporalités différentes dans Doggerland. Doggerland, c'était la terre qui était dans la mer du Nord, qui reliait l'Angleterre et l'Europe. D'accord ? Et puis, il y a eu une déglaciation il y a 8000 ans. D'accord ? Donc, c'est une déglaciation d'origine naturelle. Il y a eu un tsunami qui a enfoui le Doggerland. Donc, les pêcheurs le savent, hein, ils pêchent des fossiles, des armes, des crochets. Enfin, c'est hyper émouvant. Et donc, elle nous présente une scientifique, notamment, qui essaye d'imaginer
quel a pu être le dernier moment d'un couple du Mésolithique avant la révolution agricole qui nous pose tant de problèmes aujourd'hui, même si elle a des bons côtés. Donc je trouve que c'est un très beau livre parce qu'elle nous parle de l'alliance de la science et de l'imaginaire. C'est donc sur ça que je vais terminer, sur ce livre d'une scientifique qui essaye d'inventer une arche de mots pour tenir lieu de mémoire à la disparition d'un peuple qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas de traces, sauf ses fossiles. Et voilà, donc j'aime bien l'idée que la littérature et la science s'allient. Merci.